Bon, alors, on va commencer bande dessinée art graphique. C'est un atelier de retour d'expérience où on aura des dessinateurs et des scientifiques et on va parler risques, catastrophes et récits graphiques, images. Alors, en premier lieu, nous aurons Kelly Guerrier, Chevelin Pierre et Yvan Bartolini des Haïti. Alors, Kelly Guerrier, je vais les présenter rapidement tous les trois et après je leur donnerai la parole s'ils sont en ligne. Kelly Guerrier est docteur en sciences de l'ingénieur et professeur à l'Université d'État d'Haïti. Il est membre de l'unité de recherche en géosciences appliquées et au géorisque et de l'unité de recherche en urbanisme et aménagement des territoires à risque. Chevelin Pierre est architecte de formation, mais il est surtout connu en tant qu'illustrateur et dessinateur. En 2012, il a créé Chevelin Illustration, un studio de services et de production spécialisé dans 3 domaines, l'illustration, la bande dessinée et l'animation. Yvan Bartolini est docteur en économie et aujourd'hui chef du projet Kainu Tech en Haïti, qui lie le numérique à la formation et à l'éducation et contribue régulièrement aux activités de regroupement des femmes professionnelles en construction en Haïti. Son parcours diversifié et riche en expériences collectées sur 4 continents lui a permis de développer une bonne compréhension des enjeux, des contraintes et des opportunités liées à la problématique du genre, à la communication, la formation professionnelle comme vecteur des changements de comportement. Alors, si vous êtes ici, Kelly, Chevelin Pierre et Yvan, je vais vous donner la parole. D'accord. Est-ce que... Oui, je suis là. Je suis là avec Yvan. Chevelin Pierre n'est pas là. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous m'entendez? Oui. Ok, très bien. Donc, je peux commencer. Oui. Je peux commencer alors? Oui. Oui, oui. Ok, très bien. Et bonjour à tous. Donc, c'est moi qui je présente avec Yvan Bartolini les communications illustrées pour l'éducation et la formation avec la valorisation de tous les outils que nous avons créés en Haïti après le séisme du 12 janvier. Et donc, la présentation ne sera pas très très longue. D'abord, on va présenter le contexte local et les illustrations que nous avons faites et qui parlent de différentes thématiques. On en a 5 au total. Et la troisième partie va concerner tout ce que nous allons faire pour valoriser tous ces outils-là créés qui existent, mais qui ont servi pendant un temps. Et maintenant, on ne peut pas les jeter, donc il faut trouver un moyen de les valoriser. Et on aura à la fin une conclusion et des perspectives. Pour commencer, le contexte local. On est en Haïti, c'est un pays caraïbéen qui a un contexte bien particulier, sa géologie, avec, si je peux résumer, des tremblements de terre qui sont réguliers et parfois de magnitude très élevée. Et on en parlera tout à l'heure. Sa topographie, avec un territoire qui est très, très pentu sur une grande partie de sa superficie. La météo, et régulièrement chaque année, on est sur le parcours de grands cyclones. Parfois, ça ne nous frappe pas, mais on s'y attend. Chaque année, c'est un pays qui a une culture qui lui est propre. Et puis, du point de vue linguistique, et nous avons 2 langues dans le pays, le français et le créole, sachant que le créole est parlé par pratiquement tout le monde, mais que le français est parlé uniquement par ceux qui ont eu la chance de recevoir une éducation. Et le niveau d'éducation dans le pays est relativement faible, si je peux m'exprimer ici. On a des Haïtiens très bien formés, mais dans l'ensemble, le niveau d'éducation est relativement faible. En tout cas, le pourcentage de gens scolarisés est faible. C'est un pays à forte tradition orale et visuelle, et c'est un pays où on vit beaucoup dans l'informalité. Et comme je l'ai dit tout à l'heure en parlant de la géographie, de la topographie et de la météo, notre géographie, c'est un pays où les risques sont très présents.
On est menacé par des aléas du type tremblement de terre, cyclone, glissement de terrain. Et c'est un pays où la vulnérabilité est là aussi. Vous voyez les photographies qui sont là avec des zones en construction anarchique. Parfois, on a certains dégâts comme les glissements de terrain. Et la construction anarchique, ça va aussi là où on a quand même de très belles maisons parce que c'est tout simplement pas planifié. On parlait des aléas tout à l'heure. L'aléa qui nous concerne ce matin, en tout cas, on va beaucoup plus parler de lui, c'est l'aléa et tremblement de terre. Le 12 janvier, on a eu un tremblement de terre. Le 12 janvier 2010, on a eu un tremblement de terre de magnitude de 7 sur l'échelle de Richter et qui a fait... Kelly, je suis désolée de t'interrompre. En fait, toi, tu as la parole, tu as le micro ouvert, mais il faut que tout le reste des personnes ferment leur micro. Oui. D'accord. Oui, notamment Yvan qui avait le... Yvan, tu peux couper ton micro. Je te passerai la parole tout à l'heure. Je crois qu'on a... Oui. Donc, on voit ici le territoire haïtien. C'est une île qu'on partage avec la République dominicaine. Et bien sûr, on est situé sur une plaque tectonique qu'on appelle la plaque Caraïbe et qui est entre la plaque nord-américaine, la plaque sud-américaine et la plaque des Cocos. Ça, c'est une image que j'ai tirée d'une publication de Simit et Calais, qui sont deux chercheurs de notre laboratoire en Haïti. Et donc, le 12 janvier, quand il y a eu le tremblement de terre, beaucoup de constructions ont été impactées. Les constructions, et qu'on peut dire anarchiques, c'est de l'autoconstruction et qui ne respectent pas les normes, mais aussi des grosses constructions. Ça, c'est un bâtiment public qui s'est effondré. Et donc, après, il fallait... La question de la reconstruction s'était posée et il fallait faire passer beaucoup de messages et à un public varié parce que toute la population de Port-au-Prince en particulier a été affectée. On rencontre tout le monde. Il fallait faire passer des messages à un public très hétérogène, mais il fallait aussi compter sur la simplicité des messages pour la reconstruction, pour les maladies, etc. C'est ainsi qu'on a une forte demande pour les illustrations et par des ONG, mais aussi par des institutions étatiques. Et l'ensemble des dessins qui ont été faits, des illustrations qui ont été faites à partir de ce moment-là, ont couvert beaucoup de thèmes, mais nous, on présente 5 thèmes. La construction sûre, la prévention des risques, des illustrations sur la santé, sur le genre et le cadre réglementaire. Il y a aussi, on va présenter différents modes et supports pour ces illustrations-là. Donc, on commence tout de suite. On a eu d'abord une évolution des contenus dans la façon de dire aux gens ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, vous voyez ici, et on parle de construction sur pente. Je vous ai dit au départ que le pays, avec sa topographie, avait une très grande partie de sa superficie qui était pentue. Donc, il fallait dire aux gens, ça, vous ne pouvez pas. Ça, vous ne pouvez pas. Par contre, ici, vous pouvez. Et ça, c'est pour le type de construction. Mais après, quand il s'agissait de structure, par exemple, comment ferrailler une colonne, mais il fallait, avec un dessin, parce que expliquer, ça prend du texte et beaucoup de temps, il fallait, avec un dessin, montrer aux gens comment on construit un cadre pour une colonne. Donc ici, il faut voir que je présente des exemples et donc on ne présente pas tout le matériel qu'on a et pour ça on en discutera tout à l'heure. On a aussi fait des illustrations sur des contenus séquentiels qui présentent un processus de fabrication, par exemple comment on fabrique des blocs. Il faut connaître le dosage des matériaux, ciment, sable, eau. Voilà comment on fait le mélange, voilà comment on fait le moulage, voilà comment il faut curer les blocs et voilà comment il faut, quelles conditions de stockage il faut. Il fallait aussi pour le processus un guide pour le nettoyage des toilettes, donc A, B, C, D, voilà comment il faut faire. Et on a aussi eu des contenus condensés techniques, par exemple, comment il faut faire un mur de soutènement pour des constructions en pente, où on a fait des excavations
et comment il faut monter le mur, comment le dimensionner, comment le ferrailler. Tout ça, bien entendu, vous voyez les logos du MTPTC, de la coopération suisse, qui a bien entendu supporté ce genre d'initiative. On a aussi ici à côté des illustrations, mais aussi des photos, parce que les gens ont produit des commentaires du genre et l'illustration, les dessins, c'est une histoire d'enfant. Et donc, il fallait convaincre les gens pour accepter, pour entrer dans cette démarche-là, mais à côté, leur montrer aussi dans la réalité, voilà comment c'est. Donc, le dessin, c'est pour modéliser, mais dans la réalité, et voilà comment c'est. Parce que les gens voulaient voir aussi dans la réalité à quoi ça ressemble. Donc, dans beaucoup de chantiers, après les illustrations, ils ont aussi fait les photos et les deux ont marché ensemble. Bien entendu, le pays, c'est un pays qui est soumis à tout type d'aléas. Donc ici, vous avez des modèles pour les constructions en bois. Et c'est des modèles qui ont été conçus après Mathieu. Et pour montrer aux gens, bon, voilà comment on peut faire pour construire en bois de façon solide, qui peut résister aux tremblements de terre, mais aussi aux ouragans. Et de même, on a eu les illustrations d'un côté et les photos de l'autre côté. Et il y a aussi des contenus moins techniques qui sont, par exemple, la démarche pour avoir un permis de construire. Ce n'est pas dans les habitudes des Haïtiens en général de connaître cette démarche-là pour aller, avant de commencer à construire, d'avoir un permis de construire. Donc, il fallait aussi illustrer cette démarche-là et aider à ce que ça entre dans la tête de la population. Et un petit slide sur le genre. Et les femmes ici n'ont, dans le temps, pas joué un très, très grand rôle dans le secteur de la construction. Si vous voyez ici en haut, on a un billboard où on fait, bon, c'est un billboard publicitaire, où on fait de la publicité pour un magasin de construction. Mais regardez comment la femme est représentée. Et donc, il y a eu toute une lutte pour montrer que la femme, dans la construction, pouvait faire autre chose que ça. Elle pouvait être représentée différemment. Donc, le réseau des femmes professionnelles dans la construction en Haïti, supporté par la coopération suisse, a fait toute une série de posters, de billboards pour expliquer les discriminations d'un côté et aussi faire la promotion des outils de chantier, casques, bottes, gants, etc. Donc ça, c'est pour montrer que le genre est très présent dans ce qui a été fait ici comme illustration après le 12 janvier. J'ai mentionné au départ que les supports étaient divers. Donc ici, vous pouvez voir des petits guides. Ça, on va le voir un petit peu tout à l'heure, mais on a des panneaux dans les rues, on a des dessins qui sont faits sur des murs. On a toute une série de petits guides illustrés qu'on a mis ici à côté là, mais je passe rapidement sur ce slide pour vous montrer. Et d'autres supports qui ont été imaginés ici, par exemple, imprimer une formulation de mortier, de béton ou bien de fabrication de blocs sur un sac de ciment. Ça veut dire que le maçon ou le boss, quand il va acheter son sac de ciment, suivant qu'il veuille faire du mortier, du béton ou des blocs, eh bien, il y a un dosage indicatif qui est imprimé directement sur le sachet. Donc, s'il n'a pas ça en tête, il peut voir ça sur le sac de ciment. Il y a eu aussi la transformation des produits. Ici à gauche, vous avez un grand panneau, un poster pour la formation des ouvriers sur le chantier. Mais ces posters-là peuvent être transformés en des petits guides de poche où ce qu'il y a dans le poster est pris et adapté pour mettre dans des petits guides de poche que les ouvriers peuvent traîner avec eux sur le chantier. Il y a aussi des examens, si je peux les appeler ainsi, des évaluations après les séances de formation où les questions sont posées sous des formes de dessin, toujours avec en tête les contenus oui, non, et à chaque fois des choix à faire. Et pour tester, évaluer les connaissances acquises par les ouvriers sur le terrain après les formations. Donc, tout cela c'est des outils qui ont été conçus et
après le 12 janvier 2010 pour essayer de voir comment on peut fabriquer du matériel pour la formation et l'éducation. Et on a des contenus plus réglementaires qui sont présentés dans des bandes dessinées, des BD. Et ici, vous avez un contenu sur ce que quelqu'un doit savoir s'il veut faire l'acquisition d'un terrain pour la construction, avec à gauche les différents corps de métier qui entrent dans cette démarche-là, des géomètres, des topographes, un notaire, un banquier, ceux qui veulent acheter, etc. Je passe rapidement là-dessus. Les contenus réglementaires ont été transformés en petits guides aussi, comme j'ai dit tout à l'heure. Ici, on a même des guides qui ont été adoptés par le ministère des Travaux publics et des Communications. Donc, le dessin ne reste pas à un stade de dessin-illustration, mais il peut faire partie de documents officiels réglementaires que l'État va mettre à la disposition de ceux qui veulent construire des petits bâtiments en maçonnerie chaînée, comme on le voit dans cet exemple-là. Et la prévention des risques, on a travaillé là-dessus aussi, parce que c'est très important, notamment le géo pour des bandes dessinées. Ça, c'est des bandes dessinées qui sont destinées à des enfants qui sont dans des classes secondaires, où pour le moment, on a 2 bandes dessinées, et ça a été fait avec un support de l'AUF. Et sur les tremblements de terre et tsunamis, je vous ai mis les pages de couverture et un exemple de page. Et ici, une bande dessinée sur les inondations qui est en cours de finition pour l'instant. Il y a aussi des supports qui sont des calendriers pratiquement que le Géo a fait. Et avec, bien entendu, un concours de dessin. Parfois, on a des dessins qui ont été faits par Chauvelin. Et tout ça est mis dans un calendrier qui est distribué, que les gens peuvent regarder à longueur d'année. Et pour chaque mois, il y a un dessin thématique. Ici, c'était un dessin sur la vulnérabilité et qui correspondait au mois de mars 2020. Donc, à longueur d'année, des gens, des élèves qui sont dans ces écoles peuvent voir ce genre d'image. Et il y a aussi des porte-documents. C'est un porte-document qui a été fait par la Semana sur le risque de tsunami. Donc, c'est des porte-documents qu'on peut distribuer lors de conférences ou bien à des enfants ou des universitaires carrément. Ils ont un contenu vidéo, mais on va là-dessus. Il y a des documents qui ont été faits dans le domaine de la santé aussi. Je vous présente 4 BD qui ont été faits par le regroupement des femmes en construction. Et c'est des BD qui ont été distribués dans le pays et que beaucoup de gens ont consulté. Moi, je les ai à la maison et c'est très intéressant de les lire. Je mentionne quand même que beaucoup de matériel a été fait en créole et ça se justifie par le fait que c'est la langue parlée par la très grande majorité des Haïtiens. On a aussi illustré les conférences parce que parfois on veut un petit peu détendre l'atmosphère, mais résumer l'intervention d'un participant à un dessin. Et donc on a ici 2 dessins qui ont été faits par Chauvelin dans le cadre des conférences de l'UGO sur 2 risques qui sont liés à l'eau, l'inondation et la sécheresse. Donc d'un côté on voit une famille inondée, mais il pense à la plage. De l'autre côté, on a une vache que le gars est en train de traire, mais comme il y a beaucoup de sécheresse, et le lait qui sort, c'est du lait en poudre. Bon, ça, c'est complètement fictif. On a aussi illustré sur l'accessibilité avec une conférence qui est organisée sur l'accessibilité universelle, mais c'est à l'étage, il n'y a pas d'ascenseur. Et le gars demande au monsieur, est-ce que, bon, écoute, il n'y a pas de dame, tu peux observer, tu peux assister par Zoom. Et bien entendu, tout ce matériel-là existe. Ça a existé pendant un temps, ça a fait son temps, mais maintenant il est là sur nos ordinateurs, dans les tiroirs, et il faut le valoriser. Et sur ce point-là, je vais passer la parole à mon collègue Yvan Bartolini, qui va rapidement vous expliquer ce à quoi on a pensé. Yvan, je te passe la parole. Et à chaque fois que tu voudras changer de slide, tu me diras. Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Oui, ok, très bien. Donc, merci Kelly. Donc effectivement, on a beaucoup de matériel. Tu peux passer, Kelly, slide suivant. On a beaucoup de matériel qui a été réalisé. Il a fallu l'imprimer, ça coûte cher. Et aujourd'hui, on se pose la question, comment le valoriser? C'est quand même un peu pour l'éducation et la formation.
Donc, on a fait un atelier bilan pour réfléchir là-dessus. Et là, je vous présente 3 idées qui sont sorties. La première idée, bien sûr, c'est une base de données numérique pour mettre à disposition tous les documents qui ont été réalisés. Mais c'est un peu différent qu'une base de données standard, parce qu'aujourd'hui, mettre un guide sur une base de données aux personnes d'aller chercher directement le chapitre qu'ils veulent, ou la page qu'ils veulent, ou l'image qu'ils veulent. Donc, les premières discussions ont été, tout le monde trouve ça très intéressant, et le grand problème, c'est les droits de propriété. Donc, peut-être que vous aurez quelques conseils à nous donner là-dessus, se voir un peu comment on peut gérer l'accès à cette base de données. Le deuxième point qu'on a déjà réalisé, c'est des ateliers de formation sur l'utilisation des illustrateurs. Les produits que Kelly nous a montrés sont très intéressants, mais il ne nous a pas parlé de la difficulté à les réaliser. C'est un processus long. Allô? Je pense que vous êtes perdu. Ah. Non, c'est bon. Non, alors, oui, désolé, c'est un processus qui est quand même assez long et généralement, les techniciens, que ce soit du risque ou de la reconstruction, pensent qu'il suffit d'aller chez un dessinateur pour qu'il nous fasse une BD ou qu'il nous fasse Le processus est long, compliqué, et donc on a lancé avec Chevelin des ateliers pour essayer de sensibiliser les personnes intéressées à réaliser des documents illustrés sur le processus et puis les compétences nécessaires à réunir. Le troisième point, qui est peut-être le point qui a le plus d'avenir, qui est vraiment intéressant, c'est de se dire aujourd'hui, on est en 2021, on n'est plus en 2010 ou en 2012, en 2015, avec l'évolution de la technologie, comment est-ce qu'on va pouvoir animer ces illustrations qui sont fixes. Donc, on a fait un gros travail pour l'illustration de mettre un minimum de texte avec un maximum d'images. Puis maintenant, on est en train de regarder, mais comment est-ce qu'on peut les audio-visualiser, c'est-à-dire mettre du son et puis essayer de les animer. Alors, tu peux passer, Kelly, on va vous présenter 2 types d'animations qu'on a réalisées. C'est 2 styles différents, d'accord? Le premier, c'est de voir comment on peut simplement utiliser une illustration existante sans rien changer, prendre un graphiste qui va avec Photoshop nous faire sortir un peu les personnages, comment on va pouvoir mettre un audio et puis essayer de les animer avec un logiciel de montage. Donc, on voulait juste vous présenter, on a 2 petites présentations pour regarder un petit peu c'est quoi le potentiel, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas, cette première méthode d'animer les illustrations fixes. Donc, on peut lancer la vidéo, Kelly, s'il y a une vidéo. Kelly, on peut lancer la vidéo? Kelly, tu m'entends? Tu peux réactiver le son parce qu'on voit l'animation, mais on n'entend pas s'il y a du son. Oui. Je crois qu'il faut sortir de la présentation. On le voit quand même, l'animation. Oui, Kelly, on a vu on voit l'animation, mais on n'entend pas le son. Parce que je pense que c'est parce que tu as le micro fermé, désactivé. Bon, mais qui continue, c'est comme ça. Yvan, demande à Yvan de parler. Oui, Yvan, oui, Yvan, tu peux continuer. Oui, voilà, donc là, en tout cas, ces 2
techniques différentes. La première, c'est vraiment de dire pas l'illustrateur original. On prend un document qui existe déjà, on prend un graphiste, un infographiste, et on essaie de transformer dans la manière du possible. C'est intéressant parce que ce n'est pas juste un copier-coller des images ou du texte qui sont là, il y a un travail supplémentaire à faire. Et notamment avec le bruitage. Ajouter du bruitage, c'est vraiment intéressant, ça donne vraiment quelque chose de vivant. On a essayé une deuxième technique qui, cette fois, c'est de faire appel au dessinateur, l'illustrateur original, et puis d'essayer de refaire les dessins. Donc de les faire sous une forme un tout petit peu plus animée, parce qu'avec les logiciels de montage, on est quand même assez limité. Donc c'est ça un tout petit peu qu'on voulait vous montrer. C'est sûr que sans le son, c'est pas la même chose, mais au moins, donc voilà, ça c'est la version. Vous voyez là, la version où on essaye, voilà, dans le maximum des cas, d'animer un minimum que ce soit. Pour ça, parce que c'est beaucoup plus, ça se transfère beaucoup plus facilement sur les réseaux sociaux, ça se met sur YouTube, ça se met sur WhatsApp, et surtout pour Haïti où les gens ne lisent pas, c'est vraiment un outil très, très, très intéressant. Donc, on est en train de le tester. On va peut-être, je vais continuer à parler, puis comme ça, vous verrez la deuxième version, parce que ça, c'est vraiment les images originales prises telles quelles. Simplement avec des apparitions, des disparitions, et comme je disais, malheureusement, une borne son très présente là. Ça nous permet aussi, on peut faire des sous-titres pour le faire en français. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce qu'on a vu, des documents illustrés, ça coûte quand même très cher à illustrer, même si on imprime à imprimer, je veux dire, si on imprime en grande quantité. Et voilà, on ne sait pas toujours ce que les gens en font. Donc voilà, ça c'est le dernier exemple. Donc vous voyez un petit peu, c'était l'image sur les constructions en pente. Cette fois, on a demandé à Chauvelin, l'illustrateur, de nous refaire des dessins pour voir si on pouvait les animer un petit peu plus facilement. J'espère qu'on pourra voir au moins un petit bout de la vidéo. Simplement qu'il a fait plusieurs images sur sa tablette pour qu'on puisse les animer, pour qu'on puisse voir un petit peu les maisons s'effondrer. Donc voilà, c'est comment, je peux vous traduire directement, comment construire une maison sur un terrain en pente. Donc on dit la première chose, c'est qu'il ne faut pas construire sur des pilotis. Voilà, donc vous avez une petite maison qui apparaît, petit tremblement de terre, et puis c'est ça un peu l'animation. Vous voyez à gauche, on voit le dessin original. Donc quels sont les bons moyens de construire une maison en pente? Donc d'abord, on peut couper le terrain. On doit couper le terrain. Voilà, on doit couper le terrain s'en va, la maison arrive, c'est une zone de danger si on est trop près des pentes, parce que la pente peut s'effondrer, donc là on a un joli bruit de maison qui s'écrase, sinon là aussi en bout de pente, c'est pas une bonne idée parce que le terrain peut s'en aller, donc la solution c'est de construire des murs de soutènement du côté de la pente et de l'autre côté de la maison. Donc ça, vous verrez étonnamment, cette version-là où le dessinateur a redessiné, ça ne nous a pas pris plus de temps que la version où le graphiste a repris les dessins. C'était même plus rapide. Donc Chauvelin a décidé, il a proposé d'aller justement avec des dessins en noir et blanc qui peut faire vite. Ça nous a pris 2 heures pour refaire les dessins. Donc c'est vraiment pas énorme. Ça nous a pris plus de temps pour extraire les images avec Photoshop. Donc voilà, merci Kelly, on peut passer Donc voilà, les perspectives, conclusions et perspectives. Alors c'est sûr qu'on a vu que c'est vraiment l'audiovisuel, les illustrations, soit pour l'impression, soit pour l'audiovisuel, sont vraiment adaptées au contexte haïtien, malgré la faiblesse du réseau Internet et puis de l'approvisionnement discontinu en électricité. En Haïti, on vit sur WhatsApp, tout le monde a WhatsApp, on parle, on échange. Et comme c'est une société très visuelle et auditive, c'est vraiment un moyen de communication très intéressant. Le deuxième point, c'est cette transformation des outils qui sont illustrés pour l'impression, des affiches ou autres, pour les transformer en animation audiovisuelle, ça prend vraiment des nouvelles compétences. Suite au séisme, on s'est vraiment cassé la tête pour savoir comment on allait choisir des supports diversifiés. Vous avez vu des calendriers, des affiches, des peintures murales, des pamphlets, des livrets, tout ce qu'on veut. Et là, on voit qu'en ce moment, c'est plutôt la diversité des applications et des logiciels. Chaque mois, il y a un nouveau
logiciel qui sort, qui offre de nouvelles possibilités. Et donc ça, je pense, c'est vraiment la voie de l'avenir et qui va demander des nouvelles compétences. On a fait des petits tests aussi, poster quelque chose sur YouTube, transformer un outil pour le mettre sur YouTube ou bien sur Instagram ou sur Facebook, c'est pas la même chose, il faut toujours le transformer pour l'adapter au médium. Un autre point intéressant, c'est que par rapport en lien avec la base de données, vous savez qu'en Haïti aussi, suite au Covid, il y a beaucoup d'écoles qui ont fermé et qui ont commencé à faire la formation à distance en demandant aux professeurs ou aux formateurs de créer des contenus chez eux, et on n'a pas vraiment de matière première. Il existe très peu d'illustrations. Si on va sur Google et puis on met illustration tremblement de terre, on aura des illustrations faites en Europe, mais pas en Haïti. Donc là, il y a vraiment une option pour que l'illustration locale serve de matière première pour tous ces formateurs et éducateurs qui doivent faire de la formation à distance ou bien même qui veulent utiliser les technologies numériques. On peut voir le dernier, s'il y avait encore Kelly. Donc ça, c'est vraiment, comme j'ai dit, le seul problème, peut-être que vous pourrez nous aider, pas aujourd'hui peut-être, mais s'il y a des commentaires pour voir un petit peu comment gérer ces droits de propriété, parce que ça reste un problème pour Haïti. Donc voilà, moi j'ai terminé. Oui, merci beaucoup Yvan. Oui, merci Yvan et Kelly Echevelin. Oui, on vous repasse la parole, c'est fini pour la présentation. Oui, ok. S'il y a des questions, merci pour cette présentation. Bon, déjà pour ce énorme panel des différents usages et supports de l'image que vous avez testé, et toutes ces questions de la diffusion et de valoriser tous ces matériaux. On va peut-être avoir un peu de temps pour en discuter à la fin, parce qu'en fait, Olivier Crépin va faire un petit retour sur un de vos supports, sur une bande dessinée. Donc, on aura le temps de discuter après. Donc, si vous avez aussi dans le public, s'il y a des questions concernant cette présentation, on va faire ça à la fin. Et maintenant, on va passer à la présentation de Luisa Macedo, l'album illustré sur l'éruption du Huayna Putina. Et j'ai beaucoup répété, mais voilà. C'est une présentation qu'elle va faire en espagnol. Et donc, je vais présenter Luisa. C'était une géologue et vulcanologue, chercheuse du Conseil national de la science, de la technologie et de l'innovation technologique du Pérou. Elle est professeure à l'Université technologique du Pérou et directrice de l'Observatoire volcanologique du Sud de l'Institut géophysique du Pérou. Elle est cofondatrice aussi de l'Association latino-américaine de vulcanologie. Alors, elle va nous parler de cet album illustré qui, je voulais préciser que Intersoc a participé au financement de cet album. Donc, Luisa, si estás ahí, je vais te donner la parole et puedes comenzar tu presentación. Bonjour à tous. Vous écoutez moi? Oui. ¿Me Sí. Ok. Sí, sí. Je ne parlais pas bien français. Je parlerai en español. Yo soy désolé. Bueno, este trabajo, como les mencionó Laura, soy geóloga, vulcanóloga, y este trabajo es una conjunción interesante entre la geología, vulcanología, pero también la historia. Es así que nos unimos con Pedro Peralta, que es un historiador de la región de Moquegua en Perú, y utilizamos información histórica y geológica para elaborar este libro a manera de cuento. Entonces, dentro de los participantes tenemos mi persona y Pedro, que les menciono, dirección de arte, Ernesto Macedo, ilustraciones Sheila Zapana y el patrocinio de Benjamin Bagui de Vries, Vivian Alary de la Universidad Clermont-Auvergne de Francia. La presente narrativa se basa en hechos reales de la gran erupción del volcán Huayna Putina ocurrida en el sur del Perú en el año 1600. Mucha gente desconoce muchos hechos históricos que marcaron la vida de mucha población en tiempos pasados. Este libro pretende difundir hechos reales de una manera amigable, con la intención de aportar a la cultura peruana
y especialmente a las poblaciones que viven en zonas en alto peligro volcánico. Aquí tenemos como antecedentes para ubicarnos un poco en el espacio, Latinoamérica, Perú, y los volcanes activos se encuentran en esta zona. El volcán Huayna Putina actualmente se ve así, un gran cráter, y la zona de desarrollo del cuento está especialmente en la zona de Moquegua y Arequipa. La zona principal que vamos a narrar en el cuento es Omate, justamente el poblado más representativo de la región, de la zona. Este volcán, cabe mencionar que se encuentra aproximadamente 76 kilómetros de distancia de la ciudad de Arequipa, una ciudad importante en el sur del Perú, y parecido también a la región Moquegua, que es la capital a donde pertenece este volcán. ¿Cómo fue la erupción del volcán Huayna Putina en el año 1600? Pues bien, mencionan mucho los historiadores respecto a esta información. Es muy valiosa ya que contamos con mucho registro histórico, muchos manuscritos de los españoles que habitaban esta zona en aquella época. Según el doctor Jean-Claude Duret, del año 2002, ocasionó la muerte de aproximadamente 1.500 personas y sepultó al menos 10 poblados localizados a menos de 20 kilómetros alrededor del volcán. Pero en investigaciones recientes, según nos comenta la Gerencia Regional de Cultura de Moquegua, nos indica que son al menos 30 pueblos sepultados, no 10 como refería Jean-Claude Duret en el de 2002, y sin embargo hemos hecho el recorrido de todos estos pueblos para lograr identificarlos. Y no sabemos realmente a la fecha cuántas personas habrían fallecido en aquella época. Fuimos parte de un proyecto importante denominado el Proyecto Guairuro, que se desarrolló a partir del INGEMET, donde participaba CEREMA, Laboratorio Magmas y Volcanes, la Universidad Clermont-Auvergne, entre otros. Y aquí, luego de recorrido durante 3 años aproximadamente, logramos identificar los poblados que están en flechas color verde, que en realidad sí son alrededor de 30 poblados. Entonces la historia se va a narrar de acuerdo un poco a la ubicación de Quinistaquillas, que está aquí por aquí, y Omate, que está por aquí. Aquí algunas imágenes de la bibliografía existente actualmente. El volcán Huayna Putina hoy en día está localizado a 15 kilómetros de la localidad de Omate, el Omate del día de hoy. Esta es la imagen satelital de hoy en día. ¿Qué es lo que nos dicen los autores? Que efectivamente esta erupción fue incluso 2 o 3 veces más grande que la ocurrida en el volcán Vesubio en el año 79. Nos indican que además hay 11 kilómetros cúbicos de material expulsado en aquella erupción, a diferencia del Vesubio, que fue de 4 kilómetros cúbicos. Esta es la carátula del libro. Se denomina Huayna Putina, el día que despertó el volcán. Y hacemos una referencia al inicio, una presentación, cómo era el pueblo antes. Nos imaginamos de acuerdo a la historia, cómo fue el pueblo antes, y nos indican que este lugar era muy hermoso, de muchos frutales, una zona muy rica en agricultura, lo cual daba muchos recursos al virreinato. Aquí nos mencionan un poco sobre a la llegada de los españoles, cómo es de que ellos se enamoraron de esta zona, que era tan apacible, de gente bondadosa, muy trabajadora. Esto es antes de la erupción. Y nos mencionan incluso que hay palmeras, que hay molles, estos árboles muy grandes, muy frondosos que existían en la época. Incluso las iglesias que ya estaban construidas por la época de la colonia en la zona. Aquí mencionamos un poco sobre la vida en común que sucedía en el lugar, como la madre está peinando a su hija, que es la estrella de la narrativa de este cuento, que es Urpi. Se ha estudiado mucho respecto a los trajes típicos de la zona en la época, así como también incluso la mascota, el perrito Yori, que es un perro típico de la zona de Chan Chan.
Aquí tenemos a la niña, que era una niña muy distraída, sin embargo, ella realizaba los trueques, intercambios de alimentos o de víveres entre sus vecinos, pero era muy imaginativa, era muy distraída cuando su madre le encomendaba hacer algo, ¿no? Es así que de pronto, un día, la niña en sus recorridos logró ver la montaña que de pronto empezó a humear. Y esto fue corriendo a su casa a avisar a sus padres que algo estaba sucediendo con la montaña. Y esta montaña de pronto empieza a emanar cantidad de humo y olores de azufre. En la casa no le querían hacer mayor caso porque de pronto este año particularmente había llovido más de lo acostumbrado y de pronto ya habían sufrido bastantes desastres en la zona. Sin embargo, la niña fue corriendo a avisarle al viejo Felipe, que era un hombre sabio del pueblo, para que la acompañe con su padre y ver qué estaba ocurriendo. Al tener certeza de lo que ocurría en el volcán, corrieron hacia el pueblo a avisar lo que estaba pasando. Sin embargo, los pobladores recordaron de sus antepasados que hacían sacrificios o ofrendas a los apus, como se denominaba a las montañas grandes, a los volcanes en aquella época. Y es así que empiezan a hacer ofrendas, pero los españoles les dicen que esto es algo pagano, que no deben hacerlo y que es mejor que vayan a trabajar, ¿no? Pero, sin embargo, Urpi, la niña, les repetía, hay que tener cuidado porque es el volcán Huaynaputina que se está despertando. Al día siguiente ocurren una gran cantidad de sismos, actividad sísmica, y ya empiezan las primeras explosiones. Por la noche y por la tarde empezó a emanar bastante cantidad de ceniza y pomes. Es así que el volcán ya había despertado. En la cima del volcán habría gran cantidad de pomes, blanquecina, lo cual estaba cayendo a los pueblos aledaños. Todavía podemos ver en las imágenes algunos poblados, lo cual asustó mucho a la gente. El espectáculo debe haber sido de terror. Han pasado 2 días desde la primera erupción y todo el pueblo quedó cubierto de cenizas. Algunos pueblos, o algunos techos de las casas del pueblo empezaron a colapsar por el impacto de esta ceniza, ya que era abundante, ¿no? Cuentan, además, hemos verificado en el terreno de que muchos de los pueblos están sepultados por más de 2, incluso 3 metros de ceniza, pomes y flujos piroclásticos. Aquí es donde la población se empieza a asustar mucho más y algunos empiezan a pensar que es mejor salir del pueblo. Y es así que empieza un éxodo y algunas familias empiezan a huir hacia la ciudad de Arequipa, el lugar que les había mencionado antes, ¿no? Con temor a que pudiera ocurrir mayores cosas y pensando de que Arequipa sería uno de los lugares más tranquilos por estar tan alejado del volcán, entonces ahí podrían estar mucho más tranquilos. Pasaron varios días y la cantidad de ceniza que arrojaron en realidad fue mucho más grande, y lo cual no solamente está afectando a Omate, que queda en Moquegua, también estuvo afectando a muchos lugares en Arequipa como Vítor, Quilca, Camaná. Esta mezcla de material volcánico con agua del río se generó la formación de lahares, lo cual también tenemos registro histórico que indican que ocasionó tsunamis o lahares en el mar y que incluso esta agua llegó caliente hasta el mar, quemando los peces del océano. Esta principal erupción fue ocurrida el 19 de febrero por la tarde. Incluso mencionan los registros históricos de que el virrey Luis de Velasco y Castilla, que se encontraba en Lima, escucharon esta gran explosión. Incluso en el Callao, en Lima, también la capital del Perú, mencionan los historiadores que en el puerto del Callao pensaban de que estaban sucediendo la invasión de piratas y que había este sonido eran cañonazos de la invasión. También tenemos registro histórico en lo que nos indican que esta gran explosión se sintió tanto en Chile, Bolivia y Argentina, especialmente el sonido de la explosión, ¿no? Pasan los días
Y entonces no fue el recorrido lo mejor que ellos esperaron. En el camino encontraron muchos animales muertos, el agua escaseaba y entonces los alimentos también. Y es así que a la llegada de Arequipa pensaron encontrar un lugar más acogedor. Sin embargo, lastimosamente en Arequipa la dirección del viento fue preferente hacia ese lugar y tuvieron el impacto de la ceniza por más de 10 días. Es decir, que la luz del sol no atravesó esta gran nube de ceniza que estaba esparcida en el aire, por lo cual hubieron también bastantes penurias, bastantes problemas los siguientes días, incluso los siguientes años, ¿no? En Omate la gente decidió buscar refugio en sus casas, también en las iglesias. Había mucho impartido allí el catolicismo, la religión. Y entonces la gente pensaba de que era mejor acogerse de pronto en las iglesias para poder encontrar en todo caso una muerte más santificada, por decirlo así. Pero ellos no tuvieron mayor suerte y vinieron las oleadas piroclásticas, lo cual enterró a estas personas que se refugiaron en casas e iglesias y estos perecieron. En los siguientes años, las cosas no fueron nada fáciles. Los pobladores del sur del virreinato, hubo mucha hambruna, gente enferma, la tierra no se recuperaba aún del impacto de la erupción y entonces hubo mucha hambruna, sequías, además en los siguientes años. La noticia de esta gran erupción ya no solamente se sentía en el sur del Perú, sino ya tenía estragos también en todo el territorio peruano, así como también en Sudamérica. Por otro lado, hay muchas investigaciones científicas de hoy en día que nos indican que como el impacto de esta gran erupción también ocasionó la baja de temperatura en menos 1.3 grados centígrados, afectando especialmente el hemisferio norte, como podemos ver en esta imagen. Y tenemos varias investigaciones científicas que corroboran esta información y que afectó especialmente China, Corea, Rusia, España, entre otros. Urpi y su familia pasaron varios años en la ciudad de Arequipa haciendo una vida familiar allí. Sin embargo, ellos recordaban su abundante vida y armoniosa vida que tenían en Omate, en Quinistaquillas. Entonces empezaron a reunirse con sus vecinos y decidieron volver de nuevo a Omate. Pero ellos no sabían qué les esperaba a su regreso. Cuando ellos llegan a la zona, encuentran un paisaje totalmente desconocido a lo que ellos dejaban o a lo que ellos reconocían en la zona. Encontraron una gran cantidad de pomes y ceniza y no identificaban ni los poblados ni sus viviendas. Pero a lo lejos, la madre de Urpi, Hilari, reconoce la torre de la iglesia, reconoce a algunas palmeras, reconoce a algunos árboles que lograron sobrevivir a esta gran erupción. Y es así que ellos deciden quedarse en la zona y deciden nuevamente labrar la tierra y empezar nuevamente su vida y recuperar sus tierras. Algunos arroyos no se reconocían, sin embargo empezaron a encauzar el actualmente llamado río Tambo para nuevamente sembrar la tierra. Es así que los poblados de la zona, Omate, Quinistaquillas, entre otros, se renacieron de entre las cenizas de esta gran erupción. No es casualidad que muchos poblados se asienten cerca a volcanes activos en el mundo, ya que los volcanes nos proveen de agua, de paisajes hermosos, tierras fértiles, fuentes termales, entre otros beneficios. Es por ello que la población normalmente acude a estos lugares sin conocer el impacto o el desastre que puede ocasionar si es que no conocemos los volcanes. Por eso es importante que nosotros conozcamos los volcanes, cuál ha sido su historial eruptivo, cómo ha sido su comportamiento eruptivo, para así saber dónde estamos viviendo y qué hacer en un momento oportuno. Ante un desastre, la vida es lo más importante. Lo material siempre se puede recuperar. Bueno, he tratado de narrarles de una manera así muy rápida respecto a los dibujos, al trabajo que hemos realizado. No sé si tenemos algunos minutos todavía, si tenemos alguna pregunta.
Sí, vamos a tomar unos momentos para las preguntas. Je ne sais pas, Ben, s'il y a des questions dans le chat. Okay. Si hay una cuestión de Julie Morin, nuestro colega de Cambridge, dice, hola Luisa, el libro tiene una pinta estupenda. ¿Cómo eligió Omate? ¿Existen influencias culturales o representaciones específicas en este lugar? ¿Y cómo piensa evaluar el impacto de su libro en la evolución de las representaciones y posiblemente en la percepción de los riesgos volcánicos? Bien, muchas gracias, Julie, muchas gracias, Benjamín. Bien, este trabajo para medir el impacto, estamos trabajando también acercándonos a la Universidad Autónoma de Moquegua, es la universidad principal de esta región, así como también al gobierno regional de Moquegua, con quienes ya hemos entablado reuniones de trabajo, y esta parte también de inicio todavía no está impreso el libro, está todavía ahorita en unas revisiones de textos todavía, y lo vamos a presentar el día 23 en Moquegua, para que este libro sirva no solamente de una lectura gráfica y que los dibujos y llamen la atención, sino especialmente de que quede parte de la cultura que se está olvidando, ¿no? Antiguamente las personas teníamos más tiempo de pasar en familia, y entonces los abuelos transmitían el conocimiento a los nietos, a los hijos, y entonces hoy en día no se da mucho de esto. Y entonces la historia colectiva se va perdiendo en el tiempo. Entonces este libro pretende recuperar esa parte de historia y esa conversación entre familia. Entonces este libro se pretende imprimir varios tirajes para que sirva en el plan lector, que es un plan que se da en las escuelas para que los niños lean, y tener al menos un libro de estos por familia, especialmente en la región de Omate. ¿Por qué elegimos Omate? ¿Por qué elegimos Quinistaquillas? La zona es la zona de mayor impacto, esa es la capital, el centro de la comunidad de la zona donde impactó mayormente el volcán en ese lugar. Es por eso que escogimos estos lugares, ¿no? Gracias, Luisa. Tenemos una última cuestión, pregunta muy rápida de Vivian. Hola, Luisa, no es una cuestión, lo podremos hablar más tarde. Solo quería darte mi impresión y la de Leonor, es que vimos que lo que marcaba la fase de erupción volcánica presentaban una estética más ingenua, más idílica, más utópica, y que cuando se trata de representar a la erupción, hay más matices, es más estético y es más real o realista. Entonces, el realismo y la estética van de la mano. No sé si lo hicieron adrede, si es intencional de dar una visión así utópica y luego estar en una representación muy, muy realista de la erupción. Pero bueno, lo comentaremos más tarde porque es un poco tarde. Sí, en realidad sí, tratamos de que sea un poco más realista, pero que no impacte de manera negativa a los niños, ya que estos libros queremos que llegue especialmente a los niños. Por eso es de que tratamos de ponerle color, pero no víctimas y cosas que pudieran afectar la mente de los niños, pero sí que lleven la historia al futuro. Bueno, muchas gracias, Luisa. Moi, je me permets de le faire en français, juste une petite remarque. Justement, le but de cet album illustré est en quelque sorte changer le rapport des habitants avec le territoire et oui, qu'il y a une démarche de transmission. Et je voulais juste faire le lien, justement, ce matin, on parlait d'identité territoriale et de minimisation des souvenirs. Et je pense que, oui, que cet ouvrage vient un peu
oui, faire comme une sorte de réparation, c'est-à-dire de réinstaller une question d'identité territoriale ancrée dans l'histoire du lieu. Voilà. Alors, maintenant, je vais présenter Rigoberto Aguilar. C'est un géologue et doctorant en volcanologie au laboratoire Magma et Volcans à l'Université Clermont-Auvergne. Il est chercheur à l'Observatoire volcanologique de l'Ingemet au Pérou et développe des projets de recherche sur les volcans actifs du sud du Pérou en mettant l'accent sur la gestion des risques et l'utilisation des ressources géologiques. Alors, Rigoberto, tu as la parole. Et merci beaucoup. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la thématique sur la représentation géotouristique du risque géologique autour de la ville d'Arequipa qui se trouve au sud du Pérou. Si dans l'image, maintenant. Alors, tenés que abrir esto, si no, toda la pantalla. Y acá, no, sí, está compartido. Oui, quizás, no, ahí no, pero ahí, para Ok. Aquí. PowerPoint, sí, debería ser eso. Sí. Ah, d'accord. Ok. Oui, là, il est... Et vous avez le PowerPoint? Ça y est? Oui, il est ouvert. Oui. Attends. Vas-y, recommence. Ok. Oui, recommence à partager. Ok. Je vais partager. Je le fais. Y no será esta. ¿Esa? Sí, a ver. Por eso funciona. ¿Y ahora? Alors, je vois Viviane Alary, le contenu, etc. Et pas le PowerPoint. Mais ça n'a pas marché. Alors, moi, je peux mettre le PowerPoint pour Rigoberto et tu me fais signe. Avec le doigt. Passe à Diapo. Ok. Là. Est-ce que je vais pouvoir le PowerPoint? Vous la mettez. Ah. Ah Ok. oui, du coup, il y a un peu de décalage, oui. Maintenant Ça y est, c'est bon. On peut faire un essai, un slide en avant, un slide en arrière, vite fait, s'il vous plaît. Ah. Slide, c'est ici. Avec les flèches. Mais c'est pas le mien. Ah, mais c'est pas le sien. Tac. Attends. Mets-le en diaporama. Il n'y a pas d'autre PowerPoint qui est ouvert en fait. N'empêche. Et maintenant? Sinon, cerrar los otros. Fermez peut-être PowerPoint complètement. Oui. Vous ouvrez juste votre présentation. C'est ça. Le problème Oui. d'avoir déjà une présentation ouverte. Oui, voilà. Et maintenant? Ok, je vais partager une autre fois. Maintenant? Oui. Ok, désolé pour ces soucis techniques. Ça va? Je peux commencer? Passer à la siguiente, pour voir si... Ok. Ok. Ok, donc je vous dis, ici dans l'image, on voit les deux volcans qui se trouvent près de la ville d'Arequipa,
Arequipa, c'est la 12e ville la plus grande du Pérou, avec environ 1 million d'habitants. Et là, on a le volcan Mystique, c'est un volcan actif. Et à côté, on a le complexe volcanique de Chachani, qui c'est un grand complexe volcanique, un des plus grands qu'on a dans la cordillère de Andes. Donc, il faut se rappeler que le Pérou et aussi le Chili et presque toute la partie occidentale de l'Amérique du Sud se trouve dans un contexte géologique assez complexe. Parce que là, on a un processus de subduction entre la plaque sud-américaine et la plaque de Nazca qui bouge avec une vitesse environ de 5 cm par an. Donc, voici, on voit dans le carré rouge le volcan Chachani, que c'était un volcan qu'on avait commencé à étudier à l'INGEMET, à l'Observatoire volcanologique, depuis 2019. Le but de cette étude, c'était de comprendre l'histoire éruptive de ce complexe volcanique pour faire après la carte des aléas volcaniques. Donc, pendant ce travail, on avait vu que là, il y avait des différents géosites assez intéressants pour montrer comment... parce que le but de ce projet, c'était de créer, de produire des informations pour la gestion de risques volcanologiques. Et on s'est dit, peut-être on peut utiliser cette géosite pour sensibiliser à la population de la ville d'Arequipa, parce que Arequipa, c'est la 12e aussi destinée touristique du Pérou, après Machu Picchu au Cusco. Ici, on voit la ville d'Arequipa qui est construite avec des sillards. Les sillards, c'est des roches volcaniques près de la ville. Et les gens, ils prennent depuis les carrières pour construire les maisons au centre-ville. Et aussi, il y a une partie culturelle. Parce que là, par exemple, dans la photo qu'on voit en droite, c'est une célébration religieuse à côté du Rio Chili. C'est dans une paroi du roche volcanique, c'est des ignambrites. Donc l'architecture ornementée du centre historique d'Arequipa représente un chef d'œuvre de l'intégration des caractéristiques européennes et indigènes cruciales pour l'expression culturelle de toute la région. Donc la ville d'Arequipa a été reconnue ou été classée comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, on s'est fait une question. D'où est-ce que vient la roche que les gens utilisent pour la construction de la ville? Donc, on va aller dans les tombes, on va faire un voyage dans les tombes. Et donc, il y a 1,65 million d'années. On doit imaginer qu'il n'avait pas le volcan Mystique ni le Chachani. Donc, c'était un endroit, on va imaginer, plat. Mais par contre, il avait un gros volcan qui commençait à faire des éruptions assez violentes, avec des éruptions qui produisaient des écoulements pyroclastiques, non? Comme on voit ici dans les images. Et cette activité explosive, c'est le phénomène qui a créé la mise en place de la roche qu'on appelle comme le ciliar d'Arequipa. C'est l'ignambrite produit par cette activité assez violente. Après, quand c'est la chambre magmatique, c'est le réservoir où le magma est stocké, ça fait un peu vide. Le poids, il pousse et on crée une structure volcanique qu'on appelle la caldeira. Cette caldeira est remplie par l'eau. On sait cette histoire parce qu'on avait fait beaucoup de travail de terrain où on a reconnu des différents produits volcaniques. Après ce processus qui a mis en place cette roche volcanique, l'ignambrite de l'aéroport d'Arequipa ou le ciliar, comme on voit ici dans les photos. Ici,
dans la partie du sud de la ville, dans l'endroit qu'on appelle Uchumayo. Ici, dans la photo, on voit les deux couches comme l'ignambrite blanche et l'ignambrite rose, qui étaient couverts par des dépôts de lard ou des débris flots. Et après ce phénomène, le volcan Chachani ou le complexe volcanique commence à construire après des différentes éruptions, qui a construit différents édifices volcaniques. On sait maintenant que le Chachani est composé par environ 12 édifices volcaniques, comme on le voit ici dans l'image. Ici, c'est la ville d'Arequipa. Et en différentes couleurs, on voit les différents édifices volcaniques qui composent le complexe volcanique. Mais pourquoi c'est important de connaître l'histoire géologique d'un lieu? C'est parce qu'on peut appliquer cette connaissance pour la gestion du risque. Ici, dans cette image Google Earth, on voit en rouge, par exemple, la taille de la ville d'Arequipa dans les années 84. Et après 37 ans, on voit que la ville s'agrandit assez vite. Depuis 37 ans, la ville est presque 4 ou 5 fois. Donc, il y a des gens qui construisent des maisons à chaque fois plus proches du cratère du volcan Misti et aussi sur les dépôts volcaniques du volcan Chachani. Donc, ça, c'est important parce que à chaque fois qu'on est plus proche du cratère, le risque, ça monte. Donc, on voit chaque année, par exemple, à l'été. L'été au Pérou, on a beaucoup de pluie. Donc, ils se produisent, même s'il n'y a pas d'activité volcanique, il y a des lares, qui sont des mud flows, qu'on l'appelle, des huaycos, c'est des lioglias en quechua, qui touchent à la population dans différents endroits parce qu'il y a des quebradas qui traversent la ville d'Arequipa. Donc, on a eu pendant de différentes années des gens qui ont été tués par ce type de phénomène géologique. Donc, ça, c'est pourquoi il est important de connaître pas seulement l'histoire éruptive, mais aussi les processus qui se produisent quand le volcan est tranquille. Parce que là, on a des dépôts volcaniques, on l'appelle le cendre, les particules volcaniques qui se mélangent avec de l'eau, de la pluie, qui produisent ces phénomènes qu'on appelle le lahar, comme on voit ici dans les photos. Ici, il y a une image de l'éruption du volcan Ubinas, par exemple, en 2019, qui a touché avec la retombée de cendres volcaniques au village de Ubinas. Et aussi, on a actuellement l'activité du volcan Sabancaya qui a commencé son activité en 2016, qui est jusqu'à le présent. Donc, on utilise cette connaissance et on s'est dit, on peut utiliser cette information pour sensibiliser à la population. On utilise cette information qui est scientifique pour faire connaître à la population qui vit à côté de cette quebradas dans la ville d'Arequipa. Donc, on a commencé, on a fait des contacts avec des gens, par exemple, qui travaillent dans les carrières où ils prennent les blocs de sillar pour la construction, qu'on l'appelle de maestros canteros. C'est les gens qui prennent les roches. Ils font aussi des sculptures, comme on voit ici, il y a un condor. On a commencé à partager la connaissance entre les géologues du côté scientifique et aussi l'expérience des gens qui travaillent depuis des années à l'exploitation de cette roche. Donc, il y a des connexions entre la partie scientifique et l'expérience des gens qui travaillent. Et on a partagé cette information, on apprend après le canteros, mais aussi on donne de cette information pour eux. Donc, on s'est dit comment on peut faire que cette connaissance soit assez accessible pour les gens qui font des visites
dans l'endroit, par exemple, dans le Quebrada Añashuayco, que c'est un endroit qui a devenu dans les dernières années un endroit touristique qui reçoit des visites, pas seulement locaux, mais aussi internationales. Ça commence à produire maintenant. Et donc, on s'est dit, il a eu des idées. On avait discuté avec ma collègue Nelida Manrique et aussi avec Benjamin, qui a donné des supports pour ces projets. Donc, on a travaillé avec ces gens qui travaillent dans les carrières pour raconter l'histoire de cette éruption aux gens qui viennent à faire la visite. Donc, on a fait des essais pour changer un peu le dessin et pour que cette maître carrière pour tailler cette histoire dans les roches, dans les parois de l'ignimbrite, comme on voit ici dans l'image. Donc ça, c'est un travail qui est encore en processus et on espère qu'on va finir bientôt. Donc ça, c'est une expérience. Mais aussi, on a dit, pour les gens qui ne peuvent pas visiter l'endroit, on peut produire, par exemple, une vidéo animée avec des bandes dessinées pour montrer avec une langue assez simple, en deux différentes langues, en espagnol et aussi en quechua, en utilisant les personnages typiques de la région. Par exemple, ici, on voit la cathédrale d'Arequipa, qui est un endroit important, assez magnifique dans la ville. Et aussi, on voit la petite fille avec les vêtements typiques de la vallée du Colca. On voit des animaux comme le condor, parce que le condor, c'est un symbole de la culture inca qui fait une connexion entre la terre et le ciel. Donc, on va utiliser ces personnages comme le condor et aussi la vicuña pour raconter cette histoire de l'éruption qui a produit l'ignimbrite de l'aéroport d'Arequipa, ou le ciliar. Et aussi, on avait travaillé dans un autre géosite qu'on appelle le village de Yuraviejo, que c'est un village qu'on avait découvert après le travail de terrain qu'on a fait, que ce village est construit entièrement au cœur d'un cratère d'un volcan monogénique qui était en activité il y a environ 1 million d'années. On a fait la carte géologique. Par exemple, on voit ici en bleu les sédiments lacustres, les sédiments d'un lac qui était... ça s'est produit parce que l'eau est bloquée par l'éruption volcanique de ce petit volcan, entre guillemets. Là, on voit des dépôts de cette éruption et aussi la coulée de lave. Le village de Yuraviejo est construit entièrement dans le cratère de ce volcan. Donc, on a travaillé pour faire de différentes manières de présenter cette information. On a fait des dessins assez simples pour que ce soit comprendre pour les gens qui n'ont pas la formation géologique. Ce sont des travaux qui sont encore en cours, en processus. Et après, le but de ces grands projets, c'est d'avoir la carte d'aléas du complexe volcanique de Chachani. On va travailler sur les bandes animées, on l'appelle comics, pour raconter l'histoire, pour montrer l'information sur la carte d'aléas, même la carte d'aléas de l'art, des écoulements pyroclastiques, de la retombée des tefra, qu'on l'appelle, du cendre volcanique. Ici, on voit jaune, on voit la quebrada de Añashuayco. C'est l'endroit où se trouve le carré. Et ici, le village de Yuraviejo, et voici la ville d'Arequipa. Donc, on va utiliser des personnages typiques de la région pour raconter cette histoire et aussi pour donner l'information scientifique, géologique à la population. Parce que c'est important de raconter cette histoire sans perdre l'essence de la connaissance scientifique dans un langage assez simple.
Donc, comme ici, on a la carte d'Alia du volcan Misti en 3D. Donc, l'objectif de ce projet de IGCP 692 de l'UNESCO avec le support entre INGEMED, l'Université Clermont-Auvergne et le projet de l'UNESCO. Donc, l'objectif, c'est de générer des informations simples et accessibles pour former des communautés résilientes et renforcer les chercheurs locaux en utilisant les géopatrimoines, les géohéritages dans les zones volcaniques voisines et que cette expérience puisse être reproduite dans un autre risque géologique au Pérou. Donc voilà, merci pour votre attention. Oui, merci beaucoup Rigoberto pour cette... Ah oui, merci beaucoup. Muchas gracias Rigoberto pour cette présentation vraiment passionnante. Est-ce qu'il y a des questions du public? Ma question est bloquée pour l'instant, donc je ne sais pas. Je pense que oui, il y a quelque chose qui... Ah, ça arrive. Julie, le processus de création avec les mineurs de Sierre est-il filmé, documenté? On a pris des photos à chaque étape de la construction de ce travail. Mais on n'a pas de vidéo pour tout le temps. J'ai pris plein de vidéos, en effet, chaque fois que je suis là. Mais c'est dans des différents pas, oui. Pas pour tout le temps. Non. Oui, mais ce serait, ouais, c'est intéressant. Moi, j'aimerais bien voir la restitution de cette, comme on disait l'autre fois, de cette BD taillée en relief. Il faut dire que c'était construit pendant le temps de Covid. Oui, c'est ça. Donc, on avait des très fortes contraintes. Et je suis absolument impressionné qu'ils ont pu, INREMED et les artisans, travailler sur des conditions très difficiles. Oui, parce que là, on avait été dans la restriction de mobilité à cause du Covid, mais donc il n'avait pas de gens qui visitaient l'endroit. Donc on a pris ce temps pour se dire, OK, on peut faire un travail ici pour quand les gens ils reviennent, ils vont trouver une autre chose différente, une autre chose de nouveau. J'ai un commentaire d'Olivier Roche. Il peut parler s'il veut, je ne sais pas. Olivier, tu peux exprimer? Ah, si tu veux. Alors, c'est formidable de voir émerger ce projet qui est financé par le Challenge. Rigoberto, j'ai juste une question. Quelles sont les perspectives? OK, on a maintenant, on a donné les premiers pas, qu'on l'appelle. On va continuer parce qu'on travaille à l'observatoire. L'objectif de l'observatoire, c'est aussi l'éducation et la sensibilisation de la population dans la ville d'Arequipa, mais pas seulement dans la ville, surtout au sud du Pérou. Donc, on va continuer parce qu'on avait trouvé, on a choisi environ 6 géosites autour du complexe volcanique Chachani. On a le volcan monogénique qu'on appelle Nicholson. Il y a un autre endroit c'est un point de vue pour le volcan Misti. Donc, on va continuer à travailler ce type d'informations. On va continuer aussi avec les bandes dessinées pour montrer l'information sur les risques géologiques au sud du Pérou. Parfait, d'accord, merci. Juste dire pour complémenter ça, on a 3 stagiaires qu'on a proposés et parmi eux, il y a un sociologue qui va en effet installer un questionnaire pour voir l'impact de ce travail sur la compréhension des visiteurs. Donc, un des perspectives égales pour le projet de l'UISA sera de vraiment voir comment ces initiatives ont un impact sur la compréhension. Merci.
Bon, merci beaucoup. Alors, on va passer maintenant, on va donner la parole au dessinateur et scénariste et éditeur, Olivier Crépin. Diplômé de l'École européenne supérieure de l'image à Angoulême, il rédige actuellement une thèse doctorale ayant pour objet les mutations contemporaines de l'objet bande dessinée, doctorat financé par le laboratoire d'excellence en art LabEx Art de H2H et l'Université Paris 8. Il enseigne à temps partiel la bande dessinée à l'ESI à Angoulême et il est à la tête des éditions Rutabaga, une maison d'édition de bandes dessinées alternatives qui propose dans chacun de ses livres de réexplorer les spécificités de la narration papier et la cohérence fond du récit, forme de l'objet. En tant qu'auteur, son œuvre se divise entre son travail de création au sein des éditions Rutabaga et sa pratique de la bande dessinée de reportage et l'illustration. Il est également co-scénariste d'un récit transmédiatique impliquant la bande dessinée qui a pour sujet la résistance aux antibiotiques. Ces projets ont été réalisés en collaboration avec des microbiologistes de l'INRA. Alors Olivier, si tu es là, je te donne la parole. Alors je suis là, mais par contre, j'ai pas du tout la main sur Teams. Ça bug complètement, j'arrive pas à accéder au PowerPoint. Vous m'entendez? On t'entend. C'est pour partager ton PowerPoint, c'est ça? Oui, en fait, j'ai plus accès à la barre de Teams. Ouais, la barre a sauté, j'arrive pas à la récupérer. D'accord. Est-ce qu'on a... On peut peut-être... Mais on n'a pas le PowerPoint, nous? Oui. Donc, on va partager ton PowerPoint, nous, et tu vas nous dire à quel moment tu vas nous indiquer pour passer à la diapo suivante. Ok, très bien, super. Parfait. Alors, on peut commencer par la toute première, on peut rester au titre pour l'instant. Donc, l'utilisation de la bande dessinée pour transmettre la recherche scientifique est à concevoir, à mon sens, comme un large éventail, allant de la vulgarisation scientifique jusqu'au récit de fiction, en passant par l'article conservant sa rigueur scientifique, tel que le propose Nicolas Labarre notamment, ou encore l'écriture de thèse sous forme de bande dessinée, comme l'a fait Nick Souzanis, avec sa thèse Unflattening, publiée en France sur le terme de le déploiement. Optimiser la transmission scientifique en bande dessinée doit avant tout, pour moi, poser une question simple. La bande dessinée est-elle le médium idéal pour la recherche que l'on souhaite communiquer et quelle forme la bande dessinée doit prendre pour cette recherche spécifique? Pour utiliser, dans le cadre de la recherche, le médium bande dessinée au maximum de son potentiel, il faut garder en tête que l'image en bande dessinée ne doit pas être réduite à un rôle purement illustratif, ni être simplement inféodée au texte. Elle doit permettre un apport spécifique qui fait que le langage créé par la bande dessinée ne se réduit pas simplement à l'addition du texte et de l'image. La fusion de ces deux éléments au sein d'un récit de bande dessinée permet de développer un langage dépassant la somme de cette addition. Ainsi, lorsque la retranscription de la recherche scientifique en bande dessinée se fait, plusieurs types de rapports texte-image peuvent être observés, ainsi que plusieurs registres narratifs. Dans un premier cas de figure, l'image va tenter de retranscrire avec fidélité un élément évoqué dans le discours scientifique. Il peut par exemple s'agir d'un phénomène biologique ou géographique. Ce type d'imagerie peut jouer la carte de l'homogénéité avec le reste du graphisme de la bande dessinée, ou au contraire, mettre l'élément dessiné en exergue en utilisant la polygraphie, et donc en utilisant une rupture stylistique forte. Un exemple connu de polygraphie, hors du récit scientifique, se trouve dans la série d'albums Blast de l'auteur Manu Arsenet. Dans chaque blast de cet album, donc ce sont des moments d'extase intense vécus par le personnage principal, on va avoir une rupture polygraphique avec notamment l'apparition de la couleur dans cet album en noir et blanc, ainsi que l'apparition du dessin d'enfant. L'utilisation de l'image peut au contraire prendre un pas de côté et tenter d'apporter un autre regard sur les éléments de la recherche, en utilisant l'humour. C'est ce que fait par exemple régulièrement l'autrice Marion Montaigne. L'humour, par le dessin, permet d'atteindre plusieurs buts. En décalant le propos, il permet de le synthétiser. Sa portée souvent métaphorique, puisqu'il s'agit d'une métaphore visuelle, va permettre également de le rééclairer sous un nouveau jour. Par contre, à mon sens, il faut se méfier d'une redondance texte-image qui doit être utilisée qu'avec d'extrêmes précautions lorsqu'on veut souligner un événement.
Olivier? On t'a perdu. Sauter, oui. Est-ce qu'on peut... D'accord, c'est en train de remarcher. Parce que sinon, limite, on continue par téléphone. Je mets le téléphone à côté. Ok, je peux te rejoindre maintenant. C'est bon? Ok. Oui, oui, on a un problème de connexion. On a perdu Olivier pendant un petit moment. Mais là, a priori, il est en ligne à nouveau. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Super. Alors, je ne sais pas exactement à quel moment vous m'avez perdu parce que du coup, ma box Internet a sauté. Mais... Reprends Marion Montaigne par là. D'accord. Ah oui, donc je disais qu'avec Marion Montaigne, on pouvait voir que l'humour par le dessin permettait d'atteindre plusieurs buts. Et notamment de décaler le propos. Il permet de le synthétiser et également par sa portée métaphorique, puisqu'il s'agit d'une métaphore visuelle, il va permettre de rééclairer le propos sous un nouveau jour. À mon sens, pourtant, la redondance texte-image ne doit pas être utilisée uniquement dans des cas exceptionnels, lorsque le propos a une importance didactique capitale qui fait qu'il doit être souligné. Pour analyser ces différents positionnements de la bande dessinée dans la transmission scientifique, nous avions organisé en 2019 avec Julien Baudry la fabrique de la recherche dessinée, qui était issue d'un partenariat entre l'association de jeunes chercheurs en bande dessinée La Brèche et l'association Stimuli, lors du colloque Telling Science, Drawing Science. Nous avions pour ça constitué 5 duos de chercheurs et d'auteurs de bande dessinée confirmés. Ils avaient pour mission de créer un article scientifique sous forme de bande dessinée à partir du travail de recherche de chacun des chercheurs. Chaque duo étant composé d'un chercheur issu d'une discipline différente, ce qui permettait d'aborder autant la recherche en astrophysique qu'en microbiologie, en sociologie, en éthologie ou en histoire. Un rendu intermédiaire à mi-parcours nous permettait d'avoir un regard concret sur leur procédé de création. Ce qui était intéressant, c'est que les dessinateurs choisissaient l'article sur lequel ils allaient travailler, ce qui avait pour objectif d'éviter l'effet de travail de commande et de maximiser les échanges réciproques entre dessinateurs et chercheurs. Au regard de ces ateliers, nous décrivions alors avec Julien Baudry une utilisation importante de l'humour, mais également une personnification et une fictionnalisation de la figure du chercheur, voire une introduction de la fiction dans la recherche, notamment par le truchement de l'enquête policière. La fiction a de nombreuses applications dans la recherche. On voit dans l'album Mars Horizon de Florence Porcel et Erwan Surcouf comment elle permet de visualiser les avancées technologiques permettant l'exploration martienne. Pour revenir à la communication de tout à l'heure, on peut voir dans le cas du risque en Haïti comment la fiction peut également permettre de le mettre en situation, le risque. D'ailleurs, à ce sujet, le travail de sensibilisation et d'information mené par Kelly Guerrier et Yvan Bartolini était absolument passionnant et je vais m'attarder sur quelques points, sur quelques points formels de leur bande dessinée sur le risque en Haïti. Justement, dans cet extrait, on voit que les auteurs ont fait le choix de faire entrer le lecteur dans le récit, donc par une scène énonciative dans laquelle un personnage intermédiaire va guider le lecteur. Donc là, j'ai choisi cet extrait parce qu'on voit bien comment, justement, la main permet de ressouligner et permet une entrée. On peut imaginer d'autres entrées alternatives, comme par exemple, je disais, par le cas de l'humour ou de la fiction, qui vont aussi permettre une assimilation du lecteur à l'histoire et une entrée intradiégétique assez facile.
Par ailleurs, dans ce récit, comme dans beaucoup de récits en bande dessinée scientifique, ou plus généralement dans ce qu'on va appeler la bande dessinée du réel, qui va aussi inclure la bande dessinée de reportage, se pose une autre question, c'est celle de la représentation lorsque certains passages ne sont pas liés à une imagerie forte. Et l'un des pièges dans lequel on peut tomber dans ce genre de représentation, c'est ce qu'on appelle le talking head. Le talking head, donc, c'est quand on a un personnage en plan serré qui est en train de parler et en train d'exposer ses données. Je vais alors prendre un exemple issu de ma pratique personnelle, qu'on peut changer de diapositive. Un exemple, donc en 2016, j'étais chargé par la SNCF d'un reportage sur les emplois d'avenir et je devais réaliser une interview de Jessica qui travaillait dans les bureaux de la gare du Nord. Son environnement de travail, un bureau blanc avec une photocopieuse, me donnait assez peu de matière visuelle signifiante et j'ai vite vu le risque d'avoir quelques jolis plans d'ensemble sur la gare au départ, puis finalement uniquement des situations donc en talking head où on allait échanger durant les 5 pages restantes. J'ai alors opté pour un positionnement graphique et un choix de cadrage un peu radicaux, puisque finalement toute la bande dessinée va être uniquement composée de gros plans sur les mains en essayant d'avoir le maximum d'expressivité à partir des mains. On peut aussi donc se poser la question de l'utilisation du graphisme même et quelle part du graphisme, de son propre graphisme, le dessinateur va devoir utiliser pour servir au mieux le propos. Donc là, dans la diapo suivante, on peut voir que justement, toujours en 2016, j'étais chargé d'un reportage graphique, donc lors de la soirée de lancement du livre Brouhaha à la Maison de la Poésie. C'était un événement qui était foisonnant, qui était nocturne et dans lequel différentes interventions venaient se mêler. Et comme je voulais rendre au maximum cet effet foisonnant, j'ai choisi en fait une mise en page en gaufrier qui me permettait d'avoir une structure fixe dans laquelle les différents éléments allaient pouvoir s'imbriquer le plus naturellement possible, servi en fait par cette fixité qui allait avoir un peu un rôle de partition, mais également pour un graphisme très texturé avec un effet presque négatif puisque j'ai choisi d'avoir un trait beaucoup plus clair que les couleurs pour rendre un peu cet aspect nocturne. Donc là, on voit que dans tous ces cas-là, je propose encore, justement, pour répondre aux questions de la représentation, de la narration scientifique, des formes qui sont assez classiques et qu'on va trouver dans des livres traditionnels ou dans des revues. Mais je pense qu'un autre moyen, justement, en tout cas d'ouvrir l'éventail des possibilités de la transmission scientifique va se trouver dans les objets de bande dessinée non traditionnels, comme ceux que je peux proposer, par exemple, l'édition Rutabaga. Parce que je pense que la manipulation atypique a de grandes vertus en termes de transmission du propos et didactique, en particulier quand il s'agit de contenu scientifique. Pour clarifier le propos, le postulat de départ des éditions Rutabaga était simple. Il s'agissait pour moi de publier des livres dont la manipulation interroge, complète, ou du moins sert directement le récit. Donc, je change de diapositive. Ainsi, ma pratique d'auteur et d'éditeur au sein des éditions Rutabaga, maison d'édition spécialisée dans la manipulation atypique, est née non pas en réaction aux nouveaux médias et à la littérature numérique, mais plutôt en adéquation avec l'idée de rendre le lecteur actif et participant, tout en exploitant au mieux les spécificités du support. Toujours en lien avec le fond du récit. Le principe de la maison d'édition est donc le suivant. Chaque récit lui contient dans un livre de très petit format à la manipulation atypique. Mais du fait de leur complexité formelle et de leur grande part de façonnage manuel, puisque ça va être des livres à coudre, à relier en spirale, les livres sont non mécanisables et leur tirage est donc restreint et nécessite un mode de diffusion alternatif qui va essentiellement reposer sur le festival et sur aussi une présentation forte des livres, une présentation directe en festival. Je pense que là aussi, il y a quelque chose qui peut être vraiment passionnant du côté de la diffusion scientifique parce qu'on va revenir à un rapport direct au public, justement par le truchement d'un objet et donc introduire un dialogue qui a une vertu pédagogique forte. Et pour éclairer d'ailleurs le propos sur l'aspect didactique de la manipulation dans un récit de bande dessinée, je présente donc là l'image Lidocaïne, qui est un récit que j'ai créé en 2011, puis redessiné pour son impression à sa sortie aux éditions Rutabaga en 2013. Il s'agit d'un récit d'hôpital, un récit de suture plus précisément, qui est lui-même un objet à coudre et à découdre. Ainsi, dans la première version de l'histoire, le lecteur va découvrir un livre dont les pages sont pliées aux 2 tiers et cousues l'une sur l'autre, au rythme d'une page sur 2. Un premier récit va s'installer, axé sur un geste technique, la suture.
Les pages sont cousues pour cette raison. Une fois la première lecture terminée, le lecteur est invité à couper les fils et le récit va se transformer. Le geste technique va passer en arrière-plan et de nouvelles relations entre les personnages vont se révéler dans le second récit. L'historique de la création de ce livre est révélatrice des effets que la manipulation atypique de l'objet vise à générer chez le lecteur. En effet, ce projet est né alors que j'étais donc encore étudiant à l'École européenne supérieure de l'image d'Angoulême, juste après l'arrêt des études de médecine en 4e année, pour me consacrer à la bande dessinée. Je nourrissais depuis le désir de raconter certaines scènes humaines fortes vécues à l'hôpital et de partager mes premières réflexions sur le geste de soin. J'avais écrit alors un premier scénario, long, prévu pour 96 pages, celui-ci n'en fait que 20, et flirtant avec l'autobiographie. Cependant, ce premier scénario me semblait trop didactique, trop sentencieux quant aux constatations sur la pratique et sur le système hospitalier. En opposant dans l'idocaïne deux récits, l'un sur le geste technique, l'autre sur l'aspect relationnel, la manipulation nous permettait de contourner cet écueil, puisque c'était le lecteur qui allait se faire sa propre opinion par le geste du parcours de soins. Et ce que j'aimais aussi beaucoup, c'est que le lecteur, du coup, allait être mis en situation par effet mimétique, puisque pour pouvoir relire ce livre, le lecteur va devoir le recoudre, reproduisant dans l'espace extradiégétique la suture interrogée par le personnage principal dans l'espace intradiégétique. Et c'est là où le jeu avec la manipulation et la matérialité me semble passionnant à appliquer à la recherche scientifique. C'est que, donc, par ce biais de la suture et du mouvement semi-éphémère du livre, j'introduis un premier questionnement pour le lecteur qui, pour moi, est vraiment celui de la matérialité de la suture elle-même. On peut voir qu'avec un objet éphémère, les conclusions à donner par le lecteur et sur lesquelles il va réfléchir peuvent être totalement différentes. C'est par exemple ce que propose Rupert et Mulot dans Un cadeau, publié en novembre 2013 à l'association. Un cadeau est un livre qui semble a priori semblable à l'idocaïne, puisque c'est un livre qui va être une scène d'autopsie qui va être à ouvrir et à déchirer. Mais dans Un cadeau, la scène d'autopsie nécessite une lecture unique, puisqu'une fois le livre ouvert, il ne peut plus reprendre sa forme originelle. Il s'agit par là de faire l'expérience de l'éphémère et d'interroger l'attitude du lecteur, consommateur, collectionneur qui va accepter en fait d'acheter un livre 20 € pour ne pouvoir plus jamais le réutiliser s'il l'active. Ce qui va rejouer un certain nombre de problématiques liées à l'art contemporain immatériel et aussi au problème de la conservation de l'œuvre d'art dans l'art contemporain. Dernier usage de l'usure programmée dans un autre but, l'éditeur Eterna Cadencia qui va proposer un livre imprimé avec de l'encre sensible à l'air et à la lumière. C'est un livre qui va s'effacer totalement dans l'espace de 2 mois. Par le jeu avec la matérialité et l'innovation éditoriale, Eterna Cadencia, éditeur mais également libraire argentin, interroge le marché du livre latino-américain et sa réalité économique. Car comme le souligne l'actualité, par cet objet éphémère et improbable, Eterna Cadencia a aussi voulu attirer l'attention sur une réalité moins sympathique. Ces dernières années, les ventes de livres signés par un auteur latino-américain ont baissé de 37%. Sous son titre El libro que no puedo esperar, sous-titré El futuro es nuestro, évocateur du concept éphémère de l'urgence et de la situation de la précarité des auteurs. Il s'agit d'un livre collectif dans lequel Diego Trespas regroupe des textes d'auteurs latino-américains contemporains. Il rend ainsi la lecture de la scène latino-américaine contemporaine nécessaire, immédiate et urgente, avant disparition de l'œuvre. Donc là, on avait pour finalement 3 objets semblables, 3 interrogations radicalement différentes pour le lecteur. Et si on peut revenir juste à la diapo précédente, celle avec le petit dépliant, voilà, celle juste après. Voilà. Sur cette diapositive-là, on voit un autre exemple d'utilisation de la forme atypique dans le biais de la transmission. Donc là, c'est un autre livre qui est édité par les éditions Wetabaga. Il s'agit de Yacine, aspirine, assistant psy, dans lequel le contenant va d'emblée annoncer le contenu. Puisque Yacine, aspirine, assistant psy, met en scène donc une aspirine psychiatre qui va rencontrer une molécule de pénicilline dépressive, et le livre va prendre la forme du lieu de leur rencontre, donc la boîte de médicaments. Ce livre est un projet sur la résistance aux antibiotiques et qui est une collaboration menée entre la dessinatrice Claire Fouquet et la chercheuse en microbiologie de l'INRA, Nalini Ramarao. Et bien qu'autonome, ce livre s'inscrit dans un projet plus large, composé d'un récit de bande dessinée numérique, sous forme de turbomédia dont je suis co-scénariste, de 2 tomes de bande dessinée papier, pour lesquels je suis également co-scénariste, d'un documentaire vidéo, de courts jeux vidéo et d'un jeu de société collaboratif. Yacine, qui est le
premier objet paru, a dans ce contexte un rôle de produit d'appel. Il apparaît donc le premier temporellement et d'emblée visible en festival. Son énonciation éditoriale, en plus de l'identifier clairement en tant qu'objet, doit également introduire le reste de l'œuvre transmédiatique. L'énonciation éditoriale est double, donc mêlant éléments internes à l'œuvre et renvoi externe. Ainsi, la boîte de médicaments, qu'on devine en bas de l'image, va contenir un péritexte riche, composé pour une part d'éléments comiques. Les éléments de la bande dessinée sont détaillés comme autant d'éléments entrant dans la composition chimique d'un médicament. Par exemple, on peut lire sur la boîte « Yacine, composition 76 cases, ponine pénicilline 54 cases, excipient papier 950 mg, encre 25 ml ». Et ces éléments vont permettre d'attirer l'attention du lecteur-spectateur sur le reste, et notamment sur tous les renvois au reste de l'objet transmédiatique, donc sur le flashcode, sur l'accès au site, permettant donc une diffusion vers un ailleurs. Donc je pourrais continuer à multiplier comme ça donc le registre infini des formes alternatives qu'on peut trouver pour la transmission, pour la vulgarisation, pour renforcer ce jeu ludique, notamment en évoquant les livres qui vont se dérouler en spirale. Mais j'aimerais en fait, pour conclure, souligner surtout la grande richesse que ce genre de jeu permet quand ils sont envisagés avec réciprocité, puisqu'il faut alors pas seulement penser ce que la bande dessinée peut apporter à la recherche scientifique, mais également ce que la recherche scientifique peut apporter à la bande dessinée. Pour reprendre un exemple concret, quel nouveau registre de lecture permet l'utilisation des renvois aux ressources bibliographiques et aux notes de bas de page? Dans quel contexte spécifique de la bande dessinée peut-on les utiliser? Et, par exemple, ces éléments peuvent-ils permettre de réactualiser l'utilisation des notes de bas de page telles que Nabokov les propose dans Feupal? Donc, je vous remercie. Merci Olivier pour cette présentation. Alors, moi j'ai déjà des questions pour faire le lien avec la première présentation. En fait, voilà, toi, tu t'expliques un peu cette question des formes alternatives, le rapport forme-contenu. Il y a, de ce côté, il y a cet aspect qui m'intéresse. Il y a aussi les talking heads, mais ça, c'est autre chose. Et je voudrais, parce qu'on parlait de coûts, de prix, en fait, que de diffuser, de partager le plus possible les contenus. Et si tu peux parler un peu de cette partie de ta démarche, en fait, que ces objets que tu crées et que d'autres auteurs créent au sein du Rutabaga, ils n'ont pas un prix très haut. C'est-à-dire qu'il y a aussi cet aspect qui est important, notamment par rapport à ce que disait Yvan tout à l'heure. Oui, alors en fait, voilà, c'est vrai que je l'ai abordé très peu, mais c'est une des grandes lignes des éditions Rutabaga, c'était justement d'éviter le livre-objet pour collectionneurs et du coup de proposer des livres qui vont être entre 3 et 10 euros en fait pour deux raisons. La première, c'était effectivement avoir une vocation un peu de passerelle et attirer le lecteur aussi vers d'autres publications et aussi effectivement permettre de multiplier les expériences de lecture très courtes qui peuvent être parfois regroupées dans des recueils sous forme de boîte. Mais je pense que cette question du retour, je vais revenir un petit peu en arrière sur ce que je disais. Je pense que cette question du prix, justement, Laura t'évoquait, elle est fondamentale, puisque dans la démarche de Rutabaga, à la fois, on choisit un prix qui est très bas, mais aussi c'est un vrai positionnement politique par rapport au milieu de la bande dessinée, puisqu'en fait, l'idée, c'est de proposer un prix bas tout en augmentant la rémunération des auteurs et de maximiser le circuit court. Tout ça, c'est vraiment dans la logique, en fait, du coup, je parlais du festival, d'un circuit raccourci, d'une diminution des acteurs de la chaîne du livre pour que chaque acteur engagé soit mieux rémunéré en fait. Et alors ça répond pas tout à fait à la question justement de la diffusion, mais je pense que dans le cas de la transmission scientifique, cette forme du festival et du contact direct, c'est peut-être ce qu'il peut y avoir de plus efficace, en tout cas dans la démarche alternative. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas, Kelly, Yvan et Chevelin, si vous avez des remarques ou des questions pour échanger avec Olivier.
Non, pour le moment, non. Je n'ai pas beaucoup de remarques, mais j'aimerais quand même qu'on garde un contact avec lui parce que j'ai l'impression qu'ils font beaucoup de choses intéressantes. Et si ça peut nous aider aussi à diversifier le contenu de nos BD, ce serait intéressant parce que pour le moment, on n'a que séisme et inondation, mais on compte avoir des BD sur d'autres thématiques. Par exemple, les glissements de terrain, la sécheresse, etc. Et on aimerait quand même pouvoir raconter ça avec une histoire différente et pas toujours un professeur qui est dans une classe qui fait une sortie de terrain avec des enfants. Et là, si on peut trouver des collaborations qui nous permettent d'aller dans ce sens-là, de la variation de l'histoire, de présenter les choses sous un autre jour, ce serait pas mal de pouvoir compter sur des collaborations. Je peux juste finir pour Kelly. Il y avait un nombre de questions qui traînent après la présentation. Je vais juste faire un résumé et peut-être on peut refaire les questions plus tard. Donc, de ma part, c'est une super collection de BD et votre approche pourrait beaucoup aider notre projet qu'on a mis en contact avec vous en Jamaïque. Et j'avais une question sur l'utilisation de supports comme Google Earth ou similaires qu'on peut traiter après. Marie-Noël de Mexique a aussi demandé comment s'est effectuée la relation entre les illustrateurs et les techniciens. Et on a aussi des réponses pour les problèmes de droits d'auteur qu'on peut peut-être creuser à un autre moment. Mais peut-être, juste pour finir, c'était comment vous avez affecté la relation entre les illustrateurs et les techniciens, si on peut clôture avec un petit commentaire rapide. À Kelly. Oui, au départ, ce n'était pas simple parce que nous, on ne connaît pas le monde de l'illustration vraiment et l'illustrateur, il ne connaît pas notre science. Donc, il a fallu un petit temps pour discuter et qu'on finisse par parler la même langue. Et après, ça a été beaucoup plus facilement. Et donc, le dessinateur qui travaille avec nous maintenant, c'est Chevelin. Donc, on le connaît depuis, ça fait quand même 2 ans. Et donc, quand on veut faire prenons le cas de ces BD-là. C'est des BD qui existaient à Cuba. Même pas des BD. Cuba avait fait du matériel pareil, mais avec des illustrations. Et quand on a dit à Chevelin qu'on voulait traduire, dans le cadre d'un projet qu'on avait avec la UF, qu'on voulait traduire, il nous a dit que ce serait mieux, plutôt que d'illustrer, de faire en BD. Et alors, il a produit un premier draft que nous, on a regardé. On a fait des ateliers avec des scientifiques, des professeurs d'école, des professeurs en géosciences pour discuter et commenter la BD. Ensuite, on lui a fait parvenir les commentaires, il a corrigé pour produire la BD. Et donc, c'est un aller-retour permanent entre le dessinateur et nous-mêmes. Par exemple, pour illustrer, à un certain moment, on devait faire un dessin pour les magnitudes des séismes. Et donc, plutôt que de mettre des explications, donc c'était des dessins. Par exemple, une magnitude de 2, par exemple, sur l'échelle de Richter, eh bien, c'est les appareils seulement qui pouvaient détecter ça. Donc, ça a été toute une réflexion pour lui dire, bon, des magnitudes de 1 à 3, par exemple, il faut représenter ça de telle manière. C'est seulement les appareils qui peuvent détecter ça. Ou bien, bon, c'est à peine sensible. Donc, ça a été un travail, c'est pas simple, mais à la fin, le résultat est quand même satisfaisant. Donc, si je peux résumer, c'est contact permanent et puis aller-retour permanent, c'est un truc très itératif. Il dessine, on aime pas, on lui demande d'améliorer, il améliore, jusqu'à ce qu'à la fin, on soit tous les deux d'accord avec ce qui est produit.
Bon, merci Kelly. Alors, on va clôturer cette première journée de colloque Intersoc. Merci à toutes et à tous d'être ici, d'être venus ici, de nous avoir accompagnés à distance. Et on se voit demain à 8h45.